Bonjour à tous, merci de votre être connectés pour participer à ce webinaire. Alors aujourd'hui, on a la chance d'accueillir le professeur Christophe Le Tourneau, qui est oncologue médical et professeur de médecine à l'Université de Paris-Saclay. Il est directeur du département d'essais cliniques précoces D3I de l'Institut Curie. Et le docteur Joël Martin, qui est chirurgien ORL à l'Institut Curie et chercheur au Centre de recherche des Cordeliers à Paris. Donc, on les remercie tous les deux d'avoir accepté l'invitation Corasso pour pouvoir échanger directement avec vous sur des sujets qui sont parfois assez peu accessibles, qui sont ceux de la recherche. La recherche, c'est un grand mot dans lequel on met beaucoup de choses, beaucoup d'espoir aussi en tant que patient et en tant qu'aidant. Mais des fois, c'est pas très clair. Il y a la recherche fondamentale, la recherche clinique. Entre les deux, il y a la recherche translationnelle. Et puis, on va essayer de creuser tout ça tous ensemble, tous les trois. Donc, vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat. N'hésitez pas. Comme pour tous nos webinaires, il n'y aura pas de questions personnelles auxquelles on répondra. Les questions qui obtiendront des réponses, ce sont celles qui sont plutôt celles qui peuvent correspondre au plus grand nombre. Donc, ce sera des généralités, mais il n'y aura pas de consultation, on va dire, en distanciel, et bien des questions plus larges. Joël Martin, cher docteur, je vous donne la parole pour nous faire une petite présentation sur la recherche translationnelle. Bonjour à tous, merci Sabrina de nous inviter, Christophe et moi, pour parler un peu de la recherche en cancérologie ORL et également de la place du patient dans tout ce chemin. Donc en effet, le titre du webinaire, c'est de la recherche fondamentale aux essais cliniques précoces. Donc on va tenter là en quelques minutes de parcourir ensemble le chemin qui mène de l'un, la recherche fondamentale, à l'autre, les essais cliniques précoces. Donc c'est un chemin, bien entendu, qui est long, c'est semé d'écueils, c'est compliqué, mais c'est ô combien passionnant. Alors, comment on passe de l'un, la recherche fondamentale, à l'autre? D'abord, comme tu l'as dit, je vais un peu définir très rapidement ce qu'est la recherche fondamentale. Donc la recherche fondamentale, c'est en fait une science, si vous voulez, qui cherche à comprendre les mécanismes de base, vraiment de base du vivant. Donc c'est comprendre, par exemple, comment fonctionnent nos cellules, comment fonctionnent, les gènes, le système immunitaire, mais sans objectif à court terme de proposer un traitement ou, un médicament. Par exemple, dans le cadre du cancer, la recherche fondamentale, c'est de répondre à des questions comme, pourquoi une cellule elle devient cancéreuse? Pourquoi cette cellule cancéreuse, elle échappe à nos défenses immunitaires? En fait, comment elle devient, invisible? Et la particularité de cette recherche, c'est qu'en fait, on va travailler sur des cellules, des tissus ou des modèles animaux. C'est vraiment ce qu'on appelle la paillasse, au laboratoire, c'est vraiment la paillasse comme on l'entend. Et de l'autre côté, en aval, il y a la recherche clinique. Donc la recherche clinique, à l'inverse, ça intervient chez l'humain. Donc le but, c'est d'évaluer une tolérance, une efficacité ou un bénéfice de nouveaux médicaments ou alors de combinaisons thérapeutiques ou de stratégies de suivi. Par exemple, en cancérologie, c'est les essais de phase 1, 2, 3, 4 qui vont permettre de tester chez des patients volontaires des thérapeutiques, des surveillances. Mais entre les deux, il y a la recherche qu'on appelle la recherche translationnelle. C'est vraiment une recherche, c'est le lien en fait entre la recherche fondamentale et la recherche clinique. La recherche translationnelle, c'est une sorte de pont entre cette recherche fondamentale et cette recherche clinique. Et le but, c'est de transformer des découvertes biologiques, des découvertes mécanistiques cellulaires en de véritables applications cliniques concrètes. Et on parle souvent de bench to bedside, c'est du laboratoire au patient ou encore de la paillasse au lit du patient. Mais à vrai dire, vous allez voir, ce sont des allers-retours. Parce que des découvertes fondamentales sur, par exemple, des cellules tumorales, sur le système immunitaire, ça peut guider le développement de nouveaux traitements, de nouveaux biomarqueurs. Et inversement, des observations qu'on fait auprès des malades, lors de notre clinique quotidienne, ça va permettre d'orienter nos recherches au laboratoire
Et j'aimerais prendre encore quelques minutes pour, un peu qu'on plonge, ensemble au cœur d'un projet de recherche translationnelle sur les cancers de la tête et du cou. C'est un projet qu'on a commencé il y a bientôt, 1 an, avec vous, l'aide de Corasso et donc indirectement avec l'aide, des patients, vous allez voir. Alors c'est le projet, européen, qu'on a appelé, COMPACT. COMPACT, c'est un projet d'études translationnelles donc qui est dirigé par le docteur, Luca, Romenina. C'est, le docteur Luca Romenina, elle est directrice adjointe d'une équipe de recherche, INSERM, à Paris, au centre de recherche des Cordeliers et elle étudie vous allez voir, le système du complément et notamment dans le cancer. Et donc ce projet compact, il vise à comprendre l'application du système immunitaire, mais plus précisément du système du complément dans le développement des cancers de la tête et du cou et pour but ultime, c'est de se servir de ce système de défense pour lutter contre les cancers de la tête et du cou. Donc, en quelques mots brièvement, qu'est-ce que le système du complément? Le système du complément, c'est un système donc, de défense du corps qui est constitué d'une succession de protéines de protection qui, en fait, qui circulent dans notre sang et qui sont prêts à intervenir lorsque l'organisme rencontre une agression, que ce soit une bactérie, un parasite, un virus, ce qu'on appelle un signal de danger. Et c'est un système de défense qui est très, très ancien, quand on dit très primaire, très archaïque. Il a plus de 700 millions d'années. Et pour vous donner un exemple, c'est un système de défense immunitaire qu'on partage avec l'oursin. Donc, c'est vraiment un système très archaïque. Et donc, comme je vous ai dit, c'est des protéines qui vont s'activer en chaîne. Quand la première protéine est activée, elle active les protéines suivantes et ça va permettre de par exemple, venir marquer un pathogène. Donc en fait, ces petites molécules viennent se fixer sur la cellule et viennent, si vous voulez, comme étiqueter la cellule à détruire comme cellule à éliminer. Mais ces petites protéines peuvent également s'agglomérer et créer de véritables trous dans les membranes des cellules à détruire. Et ce système du complément, donc là que j'ai brièvement décrit, on sait depuis des années que ça lutte, comme je vous ai dit, contre les bactéries, contre les virus, les vers. Mais depuis une dizaine d'années, on commence à, comprendre qu'il joue un rôle dans la lutte, contre le cancer, et également dans ce système de complément, dans le rein, dans le sein, mais quasiment pas dans le cancer de la tête et du cou. Et donc on a monté ce consortium européen, qui est constitué, vous allez le voir, du laboratoire donc du centre de recherche des Cordeliers à Paris, dont Luca Romanina fait partie et moi-même, l'Institut Curie, dont Christophe fait partie, et moi-même, mais également une université en Espagne avec, Ruben Pio et un laboratoire suédois qui s'appelle SVAR et qui crée des nouveaux biomarqueurs et bien entendu avec l'association de patients, Corasso. Tout ça est soutenu par, l'Union européenne et notamment par des financements européens puisqu'on a reçu l'appel à projet, EP, Permet qui va nous permettre de mener à bien ce projet sur 3 4 ans. Et donc l'objectif, je le répète, de ce projet, c'est de comprendre comment ce système immunitaire, comment le système du complément spécifiquement joue un rôle dans le développement des cancers ORL et à un terme, et c'est le plus important, peut-être de pouvoir proposer aux patients un traitement ciblant ce système du complément. Alors, comment on compte passer, comme je l'ai dit, de la paillasse à l'essai, clinique? Pour faire très simple, on sait, depuis quelques années qu'il existe un récepteur au complément qu'on appellera le récepteur C et ce récepteur, il est connu dans d'autres cancers, notamment, le rein, l'estomac, pour être présent sur les cellules cancéreuses et pour jouer un rôle dans le développement des cancers. Et donc premièrement, on a voulu savoir, si ce récepteur C, il était présent dans les cancers de la tête et du cou, dans les cancers ORL. Alors, on a pris quelques patients, quelques échantillons de patients atteints d'un cancer de la tête et du cou, et on a regardé la tumeur au microscope, et on est venu marquer ce récepteur C, c'est ce que vous voyez en marron, pour savoir si ce récepteur C, il était déjà exprimé par les cellules du cancer ORL, et c'est le cas. Donc, on est passé à la deuxième étape, on a pris beaucoup plus d'échantillons de patients et des techniques d'analyse beaucoup plus précises qui va nous permettre de comprendre quelle cellule exprime ce récepteur et avec quelle cellule ce récepteur agit,
quel est le lien entre les cellules. Ça va nous permettre de délimiter des distances entre les cellules d'intérêt et surtout de quantifier l'expression de ce récepteur C. Et comme on l'a fait sur beaucoup plus de patients, plus de 100 patients, on va pouvoir corréler tous ces résultats à l'agressivité des tumeurs. Je vous ai mis ici l'exemple de marquage qu'on a fait pour vous vraiment illustrer le marquage qu'on a fait il y a quelques semaines. Ça, c'est un cancer de l'amygdale qu'on a marqué. Vous pouvez voir en marron, ce sont les îlots tumoraux. Donc tout ça, ce sont des cellules cancéreuses en marron. Et entre elles, on peut voir qu'il y a du vide, ce qu'on appelle le micro-environnement, parce qu'en fait, la cellule tumorale, la tumeur en elle-même, elle ne vit pas tout seul en autonomie, elle fait partie d'un ensemble, elle baigne dans un environnement qu'on appelle le micro-environnement, qui peut favoriser sa croissance ou au contraire venir lutter contre la tumeur. Et ici, chaque couleur, c'est une cellule différente. Chaque couleur, c'est un marqueur différent. Donc, on peut mettre jusqu'à 20, 30 marqueurs différents. Et ça nous permet de voir la relation entre le récepteur C et les cellules différentes, parce qu'ils ont différentes couleurs. Donc, on peut évaluer la distance entre deux cellules. On peut voir si le récepteur C il est plutôt dans les cellules tumorales, plutôt à la bordure des cellules tumorales, ou s'il est vraiment dans le micro-environnement, ou ici, par exemple, dans la nécrose. Mais c'est pas tout. On peut également faire de même dans le sang. On peut tester, doser le récepteur C dans le sang et voir si les patients qui expriment fortement le récepteur C dans le sang ont des tumeurs qui sont plutôt agressives ou pas. Et tout ça, ça a 2 buts, c'est de répondre à 2 questions qui sont fondamentales. Les 2 questions, c'est 1, est-ce que ce récepteur C, c'est un marqueur pronostic d'agressivité du tumeur? Est-ce que les patients atteints d'un cancer ORL qui expriment fortement ce récepteur C, est-ce qu'ils sont de bons pronostics? Est-ce que la tumeur est agressive ou pas? Et surtout, deuxième chose, c'est est-ce que ce récepteur C, on ne pourrait pas le cibler avec un médicament, un candidat médicament? Et c'est le cas parce qu'il existe un médicament anti-récepteur C qui est déjà commercialisé et déjà testé dans d'autres organes comme ce qu'on appelle les cancers solides, c'est l'estomac, les ovaires, avec des résultats qui sont plutôt prometteurs. Mais ce médicament anti-récepteur C, on ne peut pas le donner d'emblée aux patients. Il faut qu'on fasse des essais, ce qu'on appelle des phases précliniques. Ce sont des essais cliniques, mais qui ne sont pas chez l'humain. On peut le faire chez la souris ou on peut le faire dans les tumoroïdes. C'est l'option qu'on a choisie. Pour faire simple, le tumoroïde, je vais vous expliquer brièvement ce que c'est. C'est une mini-tumeur. C'est une mini-tumeur qui est cultivée en laboratoire. Donc, on prend des cellules cancéreuses d'un patient, on les emmène au laboratoire et on les réplique en 3D. Et donc, ça fait une réplique 3D miniature d'une tumeur. Et cet organoïde, cet tumoroïde, normalement, son comportement ressemble à ce qui se passe chez le patient qui a donné ces cellules cancéreuses. Et donc, tout simplement, on prend des cellules cancéreuses au bloc opératoire, on les emmène tout de suite au bloc opératoire, on les emmène tout de suite au laboratoire et on met ces cellules cancéreuses dans des petits puits. Et ces cellules cancéreuses, on les nourrit, on les cultive, on les aime et dès qu'ils sont assez grosses, on les met en contact avec le médicament qu'on veut tester. Et si notre tumoroïde meurt, c'est qu'il existe une efficacité probable du médicament sur la tumeur ORL. Et donc je vous ai mis un exemple de tumoroïde. Donc c'est vraiment une mini tumeur en 3D qui flotte dans un milieu et sur lequel on peut venir impacter, mettre en contact un médicament pour tester son efficacité. Et donc si les résultats sont prometteurs, on peut commencer à monter un essai clinique précoce pour proposer aux patients le médicament anti-récepteur C. Et pour conclure ma partie, je voudrais qu'on revienne sur la place du patient dans la recherche, notamment dans la recherche tête et cou. La place du patient, vous allez le voir, elle est multiple. Alors elle peut se faire dès la recherche, fondamentale, de manière indirecte, mais le patient peut déjà donner son autorisation pour fournir des échantillons biologiques. Il peut nous autoriser à prélever de la tumeur, prélever du sang, prélever du tissu qui est sain pour lequel les équipes de recherche peuvent monter des modèles de recherche in vitro ou in vivo.
En recherche translationnelle, la place du patient, elle est centrale. Et je voudrais prendre l'exemple de l'étude Scandar ORL. C'est une étude institutionnelle de l'Institut Curie. Elle consiste à biobanquer, donc à mettre en réserve dans des chambres froides le tissu tumoral et le sang des patients qui ont donné l'autorisation. Au moment de l'opération, on prend des échantillons tumoraux, du sang qu'on vient conserver, et ces tissus sont accessibles aux équipes de recherche. Donc, les équipes de recherche doivent faire une demande détaillée, précise, de la recherche qu'ils souhaitent faire sur ces échantillons, et l'Institut Curie peut proposer ces échantillons aux équipes de recherche. Et enfin, bien entendu, en recherche clinique, la place du patient, elle est évidente. C'est le patient qui donne son accord pour participer à des essais cliniques, qu'elles soient précoces, donc phase 2, 3, même la phase 4. Le patient peut également nous aider en étant consulté en amont, en nous aidant à co-construire, à élaborer les protocoles, les consentements éclairés pour qu'ils soient le plus intelligibles possible lorsqu'on le remet au patient pour les essais cliniques. Et également, le patient peut faire partie de ce qu'on appelle les comités experts. C'est des groupes de patients experts qui vont nous aider à élaborer les essais précoces qui sont les essais cliniques qui sont de grande ampleur. Merci beaucoup, docteur Martin. Donc, si j'essaye de résumer, en fait, l'étude Donc voilà, compacte. merci Sabrina, et aux patients qui comment? Pardon, il y a un petit décalage. Je vous laisse finir. Non, je voulais juste, voilà, vous remercier de nous avoir permis de rendre aujourd'hui un peu hommage aux patients qui, depuis des années, participent à la recherche, un peu dans l'ombre, et c'était l'occasion là, en faisant un tour d'horizon, de la recherche en ORL, de leur rendre hommage. Merci. Merci beaucoup. Si je résume, en gros, donc l'étude compacte, elle s'inscrit vraiment dans la recherche translationnelle entre la recherche fondamentale et la recherche clinique. On a parlé d'organoïdes, de tumoroïdes. En fait, à partir du matériel biologique qu'on prélève chez le patient, on peut faire des tests. Donc, ça évite, enfin, ça fait une étape qui permet de valider ou non l'hypothèse. Et là, ça donne actuellement des perspectives pour éventuellement des nouveaux traitements, soit sous forme de nouvelles molécules, mais aussi peut-être pouvoir voir la sensibilité si on retrouve ces cellules dans le sang, comment dire, anticiper la sensibilité des traitements pour le patient qu'on est en train de soigner. C'est bien ça? Oui, oui, vous avez, enfin, tu as très bien résumé. Compact, c'est vraiment une étude translationnelle. Donc, on est parti des connaissances fondamentales du système du complément, donc ce petit pan du système immunitaire. Donc, c'est déjà connu depuis plusieurs années, étudié dans son cœur. Et donc, on a copié ça au cancer ORL. Et donc, on a utilisé notre bande de données Scandar, donc les échantillons des patients qui ont donné leur consentement, pour venir tester un petit peu, pour venir comprendre le complément dans les cancers ORL, pour plus tard, on espère dans quelques années, proposer un essai clinique précoce ciblant ce système du complément. Et comme je vous l'ai dit, avant de proposer le traitement anticomplément à des patients, il faut des essais précliniques, donc des essais qui sont non réalisés chez l'homme, donc ça se fait beaucoup chez la souris. On inocule le produit, la nouvelle molécule chez la souris, on regarde comment la tumeur qu'on a fait grossir chez la souris répond au traitement qu'on donne à la souris. Mais il y a une alternative qui est de plus en plus développée, c'est l'organoïde. Et donc c'est une réplication 3D d'une tumeur qui existe chez un patient qui a donné son accord pour donner un petit peu de ses cellules qu'on a cultivées. Et donc cet organoïde nous permet de tester directement la molécule de manière un peu plus, ça se rapproche vraiment plus du patient parce que c'est sa tumeur, c'est son micro-environnement. Micro-environnement, vous savez, c'est tous ces cellules qui gravitent, que je vous ai montré, qui gravitent autour de la tumeur. Et avec l'organoïde, on peut reproduire tout ça. Et quand c'est des thérapeutiques qui viennent cibler des cellules qui sont dans ce micro-environnement, on sait que les résultats d'un organoïde sont beaucoup plus fiables et sont beaucoup plus proches de la réalité qu'un modèle murin, par exemple. Le modèle murin, c'est les petites souris, hein, c'est ça? Ce sont les souris, oui, les rats, les souris.
sur les souris. Ben, merci beaucoup, docteur Martin. Maintenant, c'est le professeur Le Tourneau qui va un petit peu élargir ce point de vue avec le champ de recherche en cancérologie ORL actuellement. Il y a une grosse actualité. Merci beaucoup, professeur Le Tourneau. Merci Sabrina, bonjour à tous. Alors vous l'avez compris, hein, les travaux que sont en train de faire Joey et son équipe vont, on l'espère, déboucher sur des nouveaux traitements. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de nouveaux traitements? Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir des taux de succès qui sont plus importants. On guérit bien sûr un grand nombre de patients et ça, on est très heureux, mais malheureusement pas tous. Et donc, il y a encore des progrès à faire. Alors, avant d'aller dans les essais cliniques précoces de nouveaux médicaments, j'aimerais vous faire un bref historique du développement des stratégies thérapeutiques en oncologie de façon générale. Et bien sûr, tout a commencé par la chirurgie il y a maintenant bien longtemps, par la radiothérapie ensuite au début du siècle, avec Marie Curie et tout ce qui a été possible de faire. Et ces deux traitements sont ce qu'on appelle des traitements locaux et qui sont les traitements fondamentaux du cancer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la chirurgie et la radiothérapie sont les traitements les plus importants aujourd'hui pour obtenir une guérison du cancer. Alors après la Seconde Guerre mondiale ont été développés tous les agents de chimiothérapie, alors de façon un peu empirique, c'est-à-dire que ce sont des agents qui sont issus du monde marin ou des plantes qui étaient testés de façon systématique, essentiellement aux États-Unis, dans des boîtes de pétri où il y avait des cellules cancéreuses de différents types de cancers. Et si voilà, ces composés fonctionnaient sur un cancer ou l'autre, et bien ensuite c'était développé chez des patients qui avaient ces types de cancers, donc cancer du poumon, cancer ORL, etc. C'est pour ça qu'on a un certain nombre d'agents de chimiothérapie aujourd'hui qu'on utilise, alors soit en complément de la chirurgie et de la radiothérapie au moment du traitement initial de la maladie, ce qui permet d'augmenter le taux de guérison, ou alors, si malheureusement un jour il y a une récidive et que les traitements locaux ne sont plus disponibles, effectivement, il nous reste ces traitements que je qualifie de systémiques, c'est-à-dire que quand on fait une injection de chimiothérapie, ça va partout dans le corps et l'objectif est de détruire toutes les cellules tumorales où qu'elles soient dans le corps. Donc voilà, donc il y a eu le grand développement à partir des années 50 en termes de chimiothérapie. Puis à la fin des années 90, suite à des travaux de recherche plutôt fondamentaux pour le coup, on a une connaissance de la biologie du cancer qui était bien plus grande et ce qui nous a permis de créer ce qu'on appelle des thérapies ciblées, c'est-à-dire avoir identifié une altération dans la cellule cancéreuse ou dans son environnement qu'on considère comme être particulièrement importante et à l'origine de la multiplication des cellules tumorales, à l'origine des métastases, c'est-à-dire les cellules tumorales qui vont ailleurs dans le corps. Voilà, et une fois que ce mécanisme est élucidé, on peut là, de façon très précise, créer un médicament qui va aller cibler cette anomalie biologique. Donc vous voyez que c'est très différent de la chimiothérapie qui était développée de façon un peu empirique. Là, non, on a bien identifié la cible et donc on développe des thérapies ciblées qui vont aller cibler ces cibles. Ça, c'était la fin des années 90 et il y a toujours des développements aujourd'hui de thérapeutiques ciblées, mais qui s'adressent à des petits groupes de patients, puisqu'il faut que ces patients aient la cible. Or, tous les patients n'ont pas forcément la cible. Voilà, dans les années 2010, ce qui a la grande révolution, ça a été l'immunothérapie, puisque c'est un mécanisme d'action qui est radicalement différent de la chimiothérapie, des thérapies ciblées, puisque là, on s'attaque plus directement à la cellule cancéreuse, mais là, on essaye de réactiver le système immunitaire des patients. On sait que le système immunitaire des patients, s'il y a un cancer s'est développé, c'est que le système immunitaire n'a pas su reconnaître les cellules cancéreuses. Heu, En réalité, en permanence, on développe des petits cancers, mais on a notre système immunitaire qui réagit tout de suite. Voilà, mais dans certains cas, le système immunitaire n'a pas fait son travail et l'objectif de ces traitements, c'est de réactiver le système immunitaire pour qu'il puisse faire son travail et détecter les cellules tumorales et les détruire. Ça, c'était une grande révolution à partir des années 2010, parce que ces traitements, effectivement, lorsqu'ils fonctionnent, ils fonctionnent très bien. Et pour la première fois, chez des patients qui, n'avaient plus accès à des traitements locaux comme la chirurgie ou la radiothérapie, effectivement, certains patients,
ont été guéris par ces traitements d'immunothérapie. C'est malheureusement une minorité des patients, mais bon, malgré tout, certains patients sont parfois guéris par l'immunothérapie. Alors ça, c'est pas pour tous les types de cancers. Dans le cancer ORL le plus fréquent, on y a accès, mais pour d'autres types de cancers qui sont moins fréquents, l'immunothérapie n'a pas encore montré d'efficacité suffisante. Alors bien sûr, on essaye de faire mieux, donc on essaye de développer de nouvelles immunothérapies. Donc il y a énormément d'essais cliniques qui développent de nouvelles immunothérapies, avec plus ou moins de succès, je dois dire. Et ce qui est très développé en ce moment, et c'est là où j'en viens aujourd'hui dans les essais cliniques précoces ou même plus tardifs, c'est 3 types principaux de médicaments pour les cancers ORL. Le premier, c'est ce qu'on appelle les agents bispécifiques. Bispécifiques parce que c'est des agents qui ont 2 cibles. Ça veut dire qu'au lieu de cibler une seule cible, ils vont cibler une deuxième cible. Et bien souvent, ce qu'ils font, c'est qu'il y a une cible qui est sur les cellules cancéreuses et une cible qui est sur le système immunitaire. Et donc, en fait, ces médicaments forcent, si vous voulez, le système immunitaire à se mettre au contact des cellules cancéreuses. Et donc, c'est ça toute la beauté de ces traitements bispécifiques. On a des résultats qui ont été présentés au congrès récemment qui montrent une efficacité importante de ces agents bispécifiques et encore plus importante quand on les associe à l'immunothérapie. Et aujourd'hui, c'est des essais de phase 3 qui sont en cours. Les essais de phase 3, c'est la dernière étape des essais cliniques. Ce sont les essais comparatifs, c'est-à-dire que un tirage au sort avec des patients qui reçoivent les traitements qui sont standards et puis l'autre moitié des patients qui reçoivent ce nouveau traitement. Et si cet essai est positif, c'est-à-dire qu'on montre que le nouveau traitement fonctionne mieux que l'ancien traitement, et ben ensuite tout le monde a accès à ce traitement. Hein, vous allez me dire, mais pourquoi randomiser? Pourquoi faire ce tirage au sort? Le tirage au sort, c'est le meilleur moyen, malheureusement, d'avoir 2 populations de patients qui sont les plus comparables possibles. Et c'est le hasard qui fait le mieux les choses pour cela. Donc c'est pour ça qu'il y a un tirage au sort. Alors, ça peut paraître injuste, mais c'est ce qui permet d'avoir finalement des résultats qui permettent ensuite d'avoir le médicament pour tout le monde par la suite. C'est ce qui s'est passé pour l'immunothérapie. On est passé par ces essais avec tirage au sort, avec maintenant ces médicaments qui sont disponibles pour tout le monde. S'il n'y avait pas ce tirage au sort, on n'aurait probablement pas accès à ces médicaments ensuite. Donc voilà, les médicaments bispécifiques, donc beaucoup de développement dans ce domaine. Le deuxième type de médicament qui est en cours de développement, ce sont les anticorps conjugués. Donc ce sont des anticorps qui vont aller voilà, cibler une cible bien particulière. Donc ça, on a déjà plusieurs qui ont été développés. Mais à la différence de ces anticorps simples, il y a une petite bulle de chimiothérapie qui est accrochée à ces anticorps. Et l'objectif, c'est que ces anticorps se fixent sur les cellules tumorales et une fois qu'ils sont fixés, ils sont internalisés au sein de la cellule tumorale et c'est au sein de la cellule tumorale que la chimiothérapie est libérée. C'est très différent de la chimiothérapie classique qui, elle, est injectée directement dans le sang. Donc la chimiothérapie, elle circule dans le sang, elle va rencontrer les cellules tumorales pour les détruire, mais bon, elle circule également dans le sang et donc va toucher d'autres organes, ce qui cause des toxicités, des effets secondaires. Alors ces anticorps conjugués, en principe, donnent moins d'effets secondaires. Ils peuvent malgré tout en donner et ils sont en principe plus précis puisque la chimiothérapie est attachée à cet anticorps qui va aller cibler les cellules tumorales. Donc là aussi, il y a un certain nombre d'anticorps conjugués qui sont en développement pour le traitement des cancers ORL, avec probablement une bonne dizaine d'anticorps conjugués qui sont en développement, sont en ce moment en essai précoce de phase 1 ou 2 mais avec des essais de phase 3 qui vont démarrer prochainement, probablement d'ici la fin de l'année ou en début d'année prochaine. Et c'est uniquement ces essais de phase 3 qui, s'ils sont positifs, nous permettront d'avoir accès à ces médicaments. Troisième type de médicament qui est développé, c'est ce qu'on appelle les vaccins thérapeutiques. Ça n'a rien à voir avec les vaccins préventifs. On connaît tous les vaccins préventifs pour les maladies infectieuses. On a tous été vaccinés pour ça. Là, il s'agit de vaccins thérapeutiques pour des patients qui sont atteints de cancer et donc l'objectif de ces vaccins est de détruire les cellules cancéreuses. Alors comment ça marche? Il y a plusieurs types de vaccins thérapeutiques. Euh, le plus avancé actuellement sont les vaccins personnalisés. Les vaccins personnalisés,
sont des vaccins qui sont individualisés pour chaque patient. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 2 patients qui ont exactement le même vaccin. Alors comment est-ce qu'on construit ces vaccins? C'est que, on obtient un prélèvement, de la tumeur des patients au moment de la chirurgie. On séquence, ce prélèvement, ça veut dire qu'on analyse, on décode tout l'ADN, si vous voulez, de cette tumeur et en fonction des mutations qu'on trouve, on va créer un vaccin pour chaque patient. Dans le travail qu'on a mené à l'Institut Curie et dans d'autres centres, heu, on a inclus des patients qui avaient des cancers, ORL, alors le cancer le plus fréquent, qui étaient opérés, qui ensuite avaient la radiothérapie ou une radiothérapie avec la chimiothérapie. Pendant ce temps-là, le vaccin était créé et puis, ensuite, la moitié des patients recevaient le vaccin après la fin de la radiothérapie et l'autre moitié de patients n'étaient pas vaccinés tout de suite, mais on gardait le vaccin au cas où, un jour, ces patients avaient une récidive, auquel cas on pouvait utiliser le vaccin, en cas de récidive. Donc voilà, ce qu'on a présenté récemment, au dernier congrès américain, c'est que, voilà, sur tous les patients qui avaient été vaccinés, alors c'est une petite étude, hein, c'était, 16 patients dans chaque bras. Tous les patients qui étaient vaccinés, aucun des patients n'avait récidivé, alors que chez les patients qui n'avaient pas été vaccinés, d'emblée, 3 patients avaient récidivé, ce qui fait un taux de récidive de l'ordre de 20, ce qui est, à peu près, ce qu'on observe chez des patients qui sont, opérés, de leur cancer ORL et les cancers qui sont, assez gros. Voilà, on ne parle pas des petits cancers qui, eux, se soignent très bien. Alors voilà, c'est des données préliminaires, mais qui sont suffisamment, encourageantes, pour, continuer le développement de ces vaccins thérapeutiques. Il y a une phase 2 randomisée, donc un essai de phase 2, donc de plus grande, amplitude avec 40 patients dans chaque bras qui est déjà terminé pour le recrutement. Alors maintenant, tous les patients n'ont pas encore été vaccinés et puis voilà, il faudra le temps d'analyse, mais cet essai, est déjà terminé. On espère que cet essai confirmera ce qu'on a observé dans notre, essai de phase 1 et on prépare d'emblée l'essai de phase 3, hein, un essai de phase 3 d'enregistrement qui évaluera, ce vaccin personnalisé. Alors là, pour le coup, sur beaucoup plus de patients. Pourquoi? Parce que, il faut, pouvoir, être capable de conclure sur l'efficacité de ces vaccins de façon définitive afin que, si le résultat est positif et bien finalement, tous les patients aient accès, à ces vaccins thérapeutiques, personnalisés. Donc voilà, 3 pistes dans lesquelles, il y a beaucoup de développement, en oncologie ORL, les anticorps bispécifiques, les anticorps conjugués et les vaccins thérapeutiques. Alors, il y a bien sûr d'autres modalités, hein, qui sont en cours de développement, mais bon, on n'a pas le temps de tout passer, en revue. Mais il y a des développements de nouvelles classes de médicaments régulièrement. Vous avez certainement entendu parler des nanoparticules, dans lequel, nous sommes très impliqués à l'Institut Curie, mais d'autres, thérapeutiques comme les CAR-T-cells et cetera, mais bon, qui ont moins de succès dans les cancers dits solides, comme les cancers ORL. Mais voilà, il faut savoir que des essais cliniques, il y en a en permanence. Il y a des essais qui ouvrent et qui ferment toutes les semaines à l'Institut Curie. Des nouveaux médicaments qui sont développés toutes les semaines dans le monde entier, hein, et qui ne sont pas évalués dans tous les centres du monde, mais seulement dans certains centres. Donc voilà, la recherche, c'est un processus continu et la recherche clinique est un processus continu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de traitements qui sont en développement et un certain nombre le sont à l'Institut Curie, d'autres le sont dans d'autres établissements en France ou à l'étranger. Donc voilà, en conclusion, ce qu'on espère, c'est que tous les travaux qui sont menés par Joe vont effectivement pouvoir permettre d'avoir une nouvelle cible et un nouveau médicament dont on espère ensuite que dans les essais cliniques de phase précoce et ensuite de phase plus tardive démontrent que finalement on améliore le pronostic des patients atteints de cancer ORL grâce à ces recherches que Joe est en train de réaliser en ce moment au Cordelier. Voilà, je m'arrête là. Et puis bien sûr, si vous avez des questions pour Joe ou moi, on sera ravis d'y répondre. Merci à tous.
Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que c'est hyper riche et ça permet, ce que vous nous dites, ce que vous nous rapportez, d'avoir une vision un peu plus globale de la recherche et puis de ses spécificités. En fait, on se rend compte qu'il y a des solutions très diverses. Et alors, du coup, il y a déjà plusieurs questions qui émergent. Mariama nous demande qui est éligible au vaccin. Alors, je suppose, Mariama, que c'est le vaccin personnalisé. Oui. Dont Alors le là, en professeur l'occurrence, nous vient de nous parler. oui, c'est ça. Et alors, pour l'instant, là, l'essai de phase 2, il est terminé, donc on ne peut plus participer en attendant que l'essai de phase 3 ouvre. Mais quand il ouvrira, l'essai de phase 3, ce sont des patients qui ont un carcinome épidermoïde, donc c'est le type de cancer ORL le plus fréquent, de la cavité buccale ou de l'oropharynx ou de l'hypopharynx ou du larynx, mais des cancers, des carcinomes épidermoïdes qui doivent être opérés en première intention et qui soient malheureusement un petit peu gros, hein, puisque comme je le disais tout à l'heure, quand les cancers sont petits, voilà, les traitements fonctionnent très bien et le taux de récidive est extrêmement faible. Alors que quand ils sont un peu plus gros ou qu'il y a un envahissement ganglionnaire, des ganglions, là, le risque de récidive est malheureusement un peu plus élevé et c'est là où il faut qu'on trouve des solutions. Donc voilà, ce sera pour cette population-là de patients, mais voilà, l'essai de phase 3 et démarrera probablement en 2026. C'est une très bonne nouvelle. On a plusieurs questions par rapport au cas qu'au carcinome adénoïde kystique. Alors, on a Bruno qui nous demande pourquoi c'est si compliqué à soigner et pourquoi il n'y a pas de vaccin thérapeutique pour ce type de tumeur. Oui, alors c'est une bonne question. Alors pourquoi est-ce que le carcinome adénoïde kystique est un cancer qui est si difficile à soigner? Alors, plusieurs éléments de réponse. Le premier, c'est que u quand il est traité initialement, voilà, par la chirurgie, parfois par la radiothérapie, parfois par la chimiothérapie, mais rarement, heu et qu'il est accessible à un traitement local et qu'il y a pas de récidive, voilà, tout va bien, je dirais entre guillemets. Le problème, c'est effectivement, quand il y a plus accès à des, traitements locaux comme la chirurgie ou la radiothérapie. Et pourquoi c'est embêtant? Parce que le carcinome adénoïde kystique a cette caractéristique d'être, un cancer qui se développe doucement, qui n'est pas très agressif en soi. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle, vous allez me dire et c'est vrai, pourquoi? Parce que, bah, s'il y a une récidive, elle est souvent pas rapide. Donc les cellules tumorales grossissent, mais de façon lente. Donc on n'est pas nécessairement dans des situations aussi graves que lorsqu'un patient a un carcinome épidermoïde qui récidive, où là les cellules se développent beaucoup plus vite et on a moins de temps pour agir. Alors, c'est une bonne chose qu'ils se développent moins vite, les carcinomes adénoïdes kystiques, mais d'un point de vue de la thérapeutique, heu, c'est une moins bonne nouvelle parce que la chimiothérapie, entre autres, ne fonctionne que lorsque les cellules tumorales se divisent plutôt rapidement. C'est-à-dire que quand les cellules tumorales ne se développent pas rapidement, la chimiothérapie ne fonctionne pas. Voilà, c'est pour ça que la chimiothérapie marche très peu, chez les patients qui ont un carcinome adénoïde kystique. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est la biologie. La biologie des carcinomes adénoïdes kystiques, la biologie de ces cellules n'a pas, retrouvé un grand nombre de cellules d'anomalies moléculaires qui permettent d'avoir accès à une thérapeutique ciblée. Donc il y a très peu de thérapeutiques ciblées, développées, pour le carcinome adénoïde kystique. Il y en a certaines, mais qui n'ont pas vraiment été développées sur la base d'une cible, mais de façon un peu empirique, avec certaines thérapies ciblées qu'on donne parfois, hem, mais qui ne sont pas, réellement, spécifiques et donc avec une efficacité qui est modérée. Alors chez certains patients, ça permet de contrôler la maladie pendant plus longtemps, c'est-à-dire qu'elle ne progresse pas ou elle progresse plus tardivement, ce qui est une bonne chose, mais avec rarement finalement une diminution de taille des lésions cancéreuses. Et enfin, l'immunothérapie, pour des raisons qu'on ignore, mais qu'on ignore plus ou moins, l'immunothérapie ne fonctionne
pas du tout chez les patients qui ont un carcinome adénoïde kystique. Probablement parce que l'environnement tumoral n'est pas assez immunogène. Il y a peu de cellules du système immunitaire dans ces carcinomes adénoïdes kystiques, et ce qui fait que l'immunothérapie fonctionne moins bien. Donc au total, pourquoi est-ce que les traitements fonctionnent moins bien, en dehors des traitements locaux, qui sont primordiaux, hein, je le rappelle? Parce que la chimiothérapie fonctionne pas bien, les thérapeutiques ciblées, il y en a pas beaucoup, et l'immunothérapie ne fonctionne pas. Donc il faut absolument effectivement de nouvelles stratégies thérapeutiques. La vaccination, ça fait partie des choses que l'on pourrait développer effectivement, pour les carcinomes adénoïdes kystiques. La stratégie initiale là, c'était de s'attaquer au cancer le plus fréquent. Mais bon, vous avez raison, il ne faut pas oublier les cancers, moins fréquents, et si la preuve de concept est réalisée dans les cancers les plus fréquents, c'est certain, qu'il faudra, aussi s'attaquer aux cancers les moins fréquents, de la sphère ORL. Merci, professeur Le Tourneau. Alors, il y a toujours encore deux autres questions au sujet des CAC. Est-ce qu'il y a des agents bispécifiques ou des anticorps conjugués pour les carcinomes adénoïdes kystiques actuellement? Et que peut-on, ça rejoint un petit peu, Aurélia pose la question, que peut-on espérer pour les CAC, notamment pour les récidives? Alors, vous l'avez dit, l'immunothérapie, je crois que c'est 5% de réponse. Donc, c'est vrai que c'est limité. Après, ça dépend de quel côté des statistiques on se Bien sûr. positionne. C'est vrai que c'est à l'échelle collective, mais quand on fait partie des 5%, c'est effectivement très, très rassurant. Et malheureusement, on ne peut pas le savoir en avance. Donc, en gros, quelles sont les perspectives d'évolution pour le traitement de ces pathologies? Alors, les agents bispécifiques et les anticorps conjugués, hein, doivent être développés dans des cancers bien précis, hein. C'est-à-dire que ceux qui sont évalués actuellement, principalement dans les carcinomes épidermoïdes, ne peuvent pas être évalués de la même manière dans les carcinomes adénoïdes kystiques, puisque les cibles ne sont pas les mêmes. Donc il faut des développements, spécifiques au carcinome adénoïde kystique. Il y a eu un essai d'anticorps conjugués récemment, un carcinome adénoïde kystique, qui malheureusement a dû être interrompu, rapidement, parce que c'était un médicament qui était trop toxique. Donc il y a des développements, mais effectivement les essais cliniques, sont rares. D'ailleurs, quand un essai clinique ouvre, hein, pour les patients qui ont une récidive d'un carcinome adénoïde kystique, d'habitude, l'essai est réalisé très, très rapidement, parce qu'en fait, il y a beaucoup de patients finalement qui sont en attente de traitement pour ces cancers. C'est ce qui s'est passé avec cet anticorps conjugué lorsque l'essai a ouvert à Gustave Roussy. Je crois qu'il a été ouvert pendant quelques jours, et il y avait déjà plus de place, parce que voilà, malheureusement, beaucoup de patients sont en attente de ces traitements, et donc dès qu'il y a un essai qui ouvre, eh bien sûr, tous les oncologues se précipitent pour essayer d'avoir accès à une place dans cet essai. Voilà, il s'avère malgré tout qu'il y a beaucoup moins d'essais cliniques pour les patients atteints de carcinome adénoïde kystique que les carcinomes épidermoïdes, qui sont le cancer le plus fréquent. C'est pas forcément la faute des oncologues, mais je dirais beaucoup de la faute des industriels, entre guillemets. Là, il y a un lobbying à faire, hein, c'est que les industriels, et ça peut se comprendre aussi, hein, mais développent beaucoup plus de médicaments dans les cancers les plus fréquents, et beaucoup moins dans les cancers les moins fréquents. Mais c'est là où les associations, et la vôtre, hein, Corasso, et d'ailleurs, voilà, ce que vous faites est extraordinaire, peut vraiment avoir énormément de poids pour justement faire un lobbying, et lobbying que nous faisons nous aussi, hein, oncologues, puisqu'on propose régulièrement des nouveaux essais pour les patients atteints de carcinome adénoïde kystique, mais ça peut avoir du poids. Donc voilà, il faut continuer le combat aussi de ce côté-là, c'est sûr. Merci. On a Benjamin qui nous demande aussi, qui vous remercie déjà pour tous ces propos constructifs, et qui demande comment les résultats des essais cliniques sont partagés entre les différents centres, et comment les patients peuvent être certains de bénéficier des traitements innovants et plus adaptés à leur pathologie. Bah, voilà, on travaille tous ensemble, hein. C'est-à-dire que, voilà, les chirurgiens comme Joey, voilà, ils se connaissent entre eux, connaissent les chirurgiens des autres centres, et cetera, et c'est la même chose pour les oncologues. On se connaît tous, et puis on se voit régulièrement. On se voit régulièrement à des congrès, à des conférences, et donc on échange là-dessus, et c'est pour ça que, voilà, on n'hésite d'ailleurs pas, à suggérer, à un patient, d'aller dans une autre institution si on sait qu'un essai clinique est
ouvert, hein, comme là je parlais de cet essai clinique pour les CAC qui était ouvert à Gustave Roussy. Bon, il y a eu beaucoup de patients d'autres centres français qui ont été voilà, finalement inclus dans cet essai avec Gustave Roussy, puisqu'il était ouvert là-bas. Alors beaucoup, pas tant que ça, puisque finalement il a été terminé assez vite. Mais voilà, il faut savoir, hein, que les soignants, les médecins, voilà, on travaille, on se connaît et donc on s'échange les informations. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aussi, côté patient, même si ça ne devrait pas être le cas, mais je le conseille quand même, se renseigner et avoir cette association Corasso que, voilà, vous avez créée, Sabrina et tous. C'est un excellent moyen pour effectivement, se tenir au courant ou savoir qui contacter, si jamais, voilà, vous n'aviez pas les informations, suffisantes. Mais surtout, il faut pas hésiter à questionner son oncologue et sur les essais cliniques qui sont ouverts, s'il est au courant, oui ou non, s'il ne l'est pas, savoir où est l'information, pour essayer d'obtenir ces informations. Alors en plus, il y a Christine Caroline, effectivement, on a cofondé l'association toutes les deux, donc j'en profite pour lui faire un petit coucou. Pour compléter l'information du professeur Le Tourneau, il y a aussi une application, une plateforme, voilà, qui s'appelle Clineo, K-L-I-N-E-O, sur laquelle on peut rentrer son profil et du coup avoir l'information des essais cliniques qui potentiellement pourraient correspondre. Donc ça peut aider. Et ne jamais oublier aussi qu'on a le droit à un second avis et que peut-être si la maladie devient trop spécifique, il peut être utile d'aller consulter un professionnel de santé dans un centre expert pour la pathologie dont il est question. C'est un droit des patients qu'il ne faut pas hésiter à solliciter enfin, vous me dites si je me trompe, Joe et Christophe, mais c'est quelque chose qui est coutumier et auquel les professionnels de santé sont habitués. Il n'y a pas de honte Oui et à solliciter un deuxième ça c'est avis. tout à fait possible et n'hésitez pas aussi à passer par la plateforme secondavis.com qui est une plateforme gratuite, hein. Et voilà, un certain nombre d'entre nous sommes référencés, hein, sur cette plateforme. Je le suis par exemple, donc pour tout ce qui est cancer, de la sphère ORL. Mais voilà, vous allez sur cette plateforme, elle est très bien faite, ce qui permet aussi qu'on puisse voir les images de scanner et cetera, puisqu'elles sont téléchargées et vraiment tous les éléments et elle est sécurisée et c'est bien sûr gratuit. Vous allez sur cette plateforme et ensuite, vous pouvez même solliciter un expert ou l'autre, selon ce que vous souhaitez et vous avez, d'habitude une réponse, en moins de 24 heures. Voilà, donc surtout n'hésitez pas, secondavis.com. Effectivement, je n'y ai pas pensé, mais oui, tout à fait. Il y a Marie-Hélène qui nous demande quelle est alors ça rejoint un petit peu la question d'avant, quelle est la synergie entre toutes les études menées dans les grands centres. Enfin, je crois pouvoir répondre en parlant des groupes d'experts que sont le GORTEC et tous ceux qui composent l'intergroupe ORL, c'est bien ça? Oui, oui, alors, synergie, en fait, alors il y a effectivement les groupes coopérateurs comme le GORTEC qui est un gros groupe coopérateur français, qui mène un certain nombre d'études cliniques. Voilà, donc ça, c'est les groupes coopérateurs et puis il y a aussi les industriels qui, eux, mènent, leurs études cliniques et vont nous solliciter dans les centres comme Institut Curie, pour qu'on puisse participer et nous, nous sommes voilà, bien sûr, tout à fait d'accord. Alors bien sûr, on évalue, hein, l'intérêt des médicaments en question, mais bon et même nous-mêmes démarchons les industriels pour avoir accès à leurs molécules quand on considère qu'elles sont intéressantes. Mais voilà, je ne sais plus quelle était la question. Et sur la synergie, quelle est la Les synergie synergies. des Ah oui, études bah, menées mais entre les centres? il y a pas vraiment de synergie. C'est-à-dire que, voilà, les académiques et nous, les médecins, les chercheurs, on a nos idées, qu'on pousse et les industriels de leur côté qui poussent leurs idées. Il y a les groupes coopérateurs, alors bon, on en fait partie donc tout ça, ça s'entremêle, je dis, et globalement, voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives. Maintenant, tout ça n'est pas régulé d'une certaine manière, hein. C'est que, voilà, tout le monde, cherche à avancer et tout le monde se retrouve de toute façon régulièrement à des conférences et des congrès pour échanger sur les résultats et sur comment ça avance. Ouais, c'est coordonné, notamment, enfin quand même
entre vous, puis on observe qu'il y a beaucoup de réflexions éthiques sur l'intérêt d'une étude par rapport à une autre, par rapport à ce qui a déjà été investigué, et pour vraiment donner les chances, moi qui ai la chance de faire partie du conseil scientifique de l'intergroupe ORL, je vois à quel point c'est mesuré et les choix sont faits dans le sens du patient le plus possible à ce niveau. Chris nous parle des adénocarcinomes dans les mêmes perspectives que les cas. Qu'est-ce qu'il y a aussi pour les adénocarcinomes des études en cours, des traitements envisagés? Alors, oui. Alors, bon, dans les adénocarcinomes, bon, déjà, il y a des cibles. Donc ça, c'est bien, puisqu'il y a HER2 hein, qui est parfois surexprimé. Il y a parfois des récepteurs aux androgènes. Il y a parfois des translocations de NTRK. Donc bon, il y a des cibles et il y a des médicaments en regard. Donc ça, c'est déjà, entre guillemets, ça facilite les choses en cas de récidive parce qu'on a accès à ces thérapeutiques. Maintenant, tous les patients n'ont pas forcément des récepteurs aux androgènes ou HER2, etc. Mais bon, voilà, au moins il y a quelques cibles. La chimiothérapie, globalement, fonctionne mieux, mais ces cancers sont souvent plus agressifs aussi. Voilà, et l'immunothérapie peut fonctionner dans certains cas. Donc je dirais, mais on se retrouve malgré tout dans la même situation que les CAC parce que ça reste quand même des cancers rares. Voilà, mais c'est des cancers qui ont une biologie qui est radicalement différente de celle des CAC. Mais bon, le développement des nouveaux médicaments, c'est quand même malgré tout un peu la même chose. Comme ça, un cancer rare, il y a quand même beaucoup moins d'essais cliniques dans cette population. Ah, je suis désolé parce que moi je vais devoir vous quitter à 55 hein, donc si vous me voyez disparaître, c'est pas, je veux pas paraître impoli, hein, mais voilà, il faut que je sois, à l'heure pour, le prochain rendez-vous aussi. Donc je m'en excuse par avance. Joey, ça va? Vous avez encore quelques minutes? Alors c'est bon. Je vous pose une question de Denis qui aborde un autre sujet, un sujet très intéressant et qui pose beaucoup de questions, celui de l'activité physique adaptée. C'est préconisé dans le rapport, alors c'est très précis, de Delandre d'avril dernier au ministre de la Santé et du Sport. Et quelle est l'idée, quelle est la perception, quelle perception vous avez de l'intérêt de l'activité physique adaptée par rapport à la diminution du risque de récidive et d'une meilleure espérance de vie, en fait? Est-ce qu'il y a des projets de recherche en ce sens aussi? Oui, c'est une très bonne question. L'activité physique adaptée, ce qu'on appelle l'APA, c'est vraiment en tête de projet dans le service ORL. On est en train de construire à l'Institut Curie les parcours du patient, les parcours de sa prise en charge de cancer ORL, et l'implication de l'APA, l'activité physique adaptée, fait partie intégrante de ce projet. Et par exemple, on a fait l'année dernière avec Lydia Delrieux. Alors Lydia Delrieux, c'est une doctorante en sciences du sport qui a fondé l'entreprise qui s'appelle Sanomove. Vous allez en entendre parler, c'est une sorte de Doctissimo pour l'activité physique adaptée, qui met en relation le patient, les professionnels de l'APA, donc les professionnels de l'activité physique, et les institutions. Donc elle a fondé une plateforme qui met tout le monde en relation. Et avec Lydia, l'année dernière, on a fait un questionnaire chez tous les patients qu'on a vus en consultation et à qui, mais également tous les patients qui ont été traités dans les 10 dernières années. On a envoyé un mail à tous les patients, leur demander leurs préférences, leur envie de faire de l'activité physique adaptée pendant la prise en charge et après la prise en charge. Parce qu'une chose est sûre, c'est que pour que ça marche, l'activité physique adaptée, il faut que le patient il soit moteur, il soit acteur dans ces activités physiques adaptées. Donc on a voulu savoir quelles étaient vraiment les préférences des patients pour adapter les programmes d'APA précisément. Donc ça va être publié là dans quelques mois. Et à Curie, on propose à chaque patient de contacter nos professionnels d'APA. Donc, ils ont une adresse mail, c'est apa@curie.fr. Le médecin ORL leur fait une ordonnance d'activité physique adaptée. Le patient écrit à l'adresse mail avec l'ordonnance et il est contacté par les associations d'APA proches de chez lui pour mettre en place des programmes, que ce soit au domicile ou dans les locaux des associations.
Donc, on est assez impliqué en APA. On commence à monter des essais plus précis pour savoir l'impact de l'APA en ORL. Alors, on sait par exemple que l'activité physique adaptée, ça marche extrêmement bien pour la l'asthénie, parce qu'on a 90%, quasiment 100% des patients qui ont une prise en charge d'un cancer ORL qui vont être fatigués dans la prise en charge, que ce soit la chirurgie, que ce soit les rayons, et ça peut être chronique sur vraiment tout le suivi du patient. Et on sait que le seul traitement contre cette asthénie, c'est l'activité physique adaptée. Donc rien que pour ça, on essaye de proposer à chaque patient de continuer son activité physique adaptée. Et c'est une nouvelle reco, je crois, de l'OMS, hein, qui disent qu'il faut faire 300 minutes, me semble-t-il, là je vous dis de mémoire, mais 300 minutes d'activité physique modérée par semaine lors du suivi d'un cancer. Donc on essaye vraiment de pousser à ça à l'Institut Curie. Même, je crois, dans le cancer du sein, ça a montré que chez les patients qui ont un cancer du sein métastatique, donc vraiment en dernière ligne de recours, l'activité physique en termes de qualité de vie et de poursuite évolutive de la maladie fait quasiment aussi mieux que certaines chimiothérapies. Donc à l'Institut Curie et dans d'autres centres, on y croit et on essaye vraiment de développer ce pan de la prise en charge, notamment via notre service de soins de support, dirigé par Carole Boulec à l'Institut. Merci beaucoup. Alors, je pense que ça a intéressé particulièrement Denis, qui prépare un tour de Bretagne à vélo, justement pour les patients qui ont été touchés par un cancer. Alors, c'est plein. C'est pour ça je ne vous en parle pas plus en détail. Vous trouvez des informations sur Corasso et on espère qu'il y aura une deuxième édition l'année prochaine en Bretagne ou ailleurs, justement, avec ce mode d'activité physique adapté en mode aventure sur toute une semaine, avec d'autres participants, justement, pour fédérer aussi, parce qu'on sait à quel point c'est important. Au plaisir d'y participer. Pardon ? Au plaisir d'y participer. Ah bah, Denis, à bon entendeur. Il y a Aurélia qui revient sur les cas et qui nous demande s'il y a des essais en cours en ce moment ou prévus. Alors, il y en a un qui arrive des États-Unis et peut-être le docteur Even, avec qui on fera un webinaire le 10 juillet pour en parler plus en détail, sauf si vous avez des premiers éléments, Joey, à nous partager. Non, j'ai pas plus d'éléments que ce qu'a énoncé Christophe tout à l'heure. Bruno qui nous demande l'essai clinique, le nom de l'essai clinique qui a été fermé rapidement, qui avait été mené à Gustave Roussy pour les carcinomes adénocystiques. Est-ce que vous l'avez en tête? Non, pas de mémoire là. C'est Christophe qui était au courant et je ne sais plus le nom. Il a un nom très technique en plus. On pourra demander au docteur Even, elle le connaît bien, c'est pareil, le 10 juillet, n'hésitez pas. Je parle du 10 juillet parce que le docteur Even va nous faire un retour sur l'ASCO, tout ce qui s'est dit sur l'ASCO 2025. On en a beaucoup parlé, on en a beaucoup entendu parler dans les médias, avec des approximations plus ou moins maladroites. Donc, on va avoir vraiment le regard des experts sur ce qui s'est dit là-bas, les avancées thérapeutiques en oncologie ORL, parce que c'est vrai que les titres médiatiques sont parfois un peu porteurs de faux espoirs. Et l'idée, c'est vraiment de dire les choses vraies. Il y a vraiment des espoirs à avoir, mais de le repréciser et d'être, plus précis sur l'information à diffuser. Oui, il y a eu là à l'ASCO, il y a eu des changements de paradigme en cancérologie ORL, notamment, vous en parlez mieux que moi, mais l'utilisation de l'immunothérapie en pair et en pré et en post-opératoire. Donc c'est vraiment un changement de prise en charge à venir pour les patients. C'est très encourageant. Il est 13h01. On tient l'horaire. Alors moi j'avais encore plein de questions, mais ce sera pour une prochaine fois, parce que de toute façon la recherche c'est un sujet qui évolue au quotidien, donc on aura sûrement l'occasion de retravailler ensemble, de vous apporter de nouvelles informations. En tout cas, je l'espère. Et merci. Les échanges ont été très dynamiques grâce à vos questions. Merci docteur Martin, merci professeur Le Tourneau qui est déjà parti, mais vos présentations étaient très riches. Je vous laisse le mot de la fin.
Merci Sabrina, merci à Corasso de nous inviter et puis qu'on partage tous ensemble cette recherche, enfin nous, cette passion pour la recherche et d'aider au mieux les patients et on essaie de porter l'espoir dans ces périodes très sombres pour les patients et c'est notre seule participation et on en est très fiers et on aime la partager et merci pour toute l'implication de Corasso et des patients dans la recherche et il faut qu'on avance et que très bientôt, j'espère que le cancer ORL sera une maladie chronique qu'on guérit avec des Oui, traitements systémiques et pas aussi délabrants que la chirurgie. on va espérer aussi. Ben, merci beaucoup et bon après-midi à tous. Au revoir. Au revoir.